tous et merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode de Face au Sport. On vous présente plus l'émission, vous connaissez un peu le contexte. Aujourd'hui, nouvelle émission, nouvel invité et nouveau sport. Je suis toujours en compagnie d'Abou. Abou, comment on va ? Bien et toi ? Ouais, écoute, on est toujours là. Une belle émission nous attend. Bah ouais, écoute, ça fait toujours plaisir de partager le plateau avec toi. On vous présente un champion aujourd'hui, les gars. Champion dans son domaine. Il a marqué déjà de son empreinte son sport. Un sport qui va nous faire découvrir, qui est peut-être pas assez popularisé aujourd'hui. Pas encore, en tout cas. Pas encore, en tout cas. Aujourd'hui, on vous présente Alassana Touré. Alassana, comment ça va ? Ça va et vous ? Bah écoute, jusqu'ici tout va bien. Merci de nous avoir fait l'honneur de te présenter à nous. Merci à vous de m'avoir invité. Avec plaisir. Aujourd'hui, l'idée, c'est que tu nous présentes un petit peu ton sport, tu nous présentes un petit peu qui tu es, le parcours qui t'a amené jusqu'ici et jusqu'aux nombreuses médailles que tu as déjà remportées, mais ça, on va en parler rapidement. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour le public qui te connaît pas encore ? Ok, sans problème. Alors, je me présente Alassana Touré, athlète de jiu-jitsu brésilien. J'ai commencé il y a 2 ans et demi. Et aujourd'hui, j'ai réussi à récolter plusieurs médailles internationales et nationales. Et le jiu-jitsu brésilien, en fait, c'est un sport de préhension. C'est un sport qui consiste à soumettre son adversaire le plus rapidement possible à la base. Et après, c'était très compliqué. Il y avait des combats qui duraient plusieurs heures. Du coup, ils ont rajouté des règles. C'est les passages de garde, les contrôles de l'adversaire. Et ça te donne un certain nombre de points. Ça dure sur un certain temps. Par exemple, en ceinture blanche, c'est 5 minutes. Ceinture bleue, c'est 6 minutes. Ceinture violette, 7 minutes et marron, 8 minutes. Et en ceinture noire, c'est des combats de 10 minutes. Du coup, sur les grands chelems, par exemple, les ceintures noires, ils combattent sur 2 jours. Alors que nous, on fait tout en 1 jour. Si on a 7 combats, c'est 7 combats en 1 jour. Si on en a 2, c'est 2 combats en 1 jour aussi. Ok. Donc tu vas pouvoir nous parler un petit peu de ce sport, qui, comme je le disais en préambule, est peut-être un sport qui n'est pas encore assez connu. Mais en tout cas, au Havre, maintenant, on a une tête d'affiche au niveau de ce sport-là. Et on va parler de ton ascension qui est assez incroyable. Les gens vont pouvoir s'en rendre compte. Et le champ des possibles, même après un certain âge, quand on se reconvertit dans un sport. Donc toi, si je ne me trompe pas, tu es originaire du Havre. C'est ça. Tu as grandi dans le quartier de la Marouge, du Mont-Gaillard. C'est ça. Donc des hauteurs, pour ceux qui connaissent un petit peu. Aujourd'hui, tu es âgé de 28 ans. Tu es né en 98. C'est ça. Une année de champion, pour ceux qui ont la ref. Et on va venir un petit peu à la manière dont tu es arrivé à ce sport. Tu as grandi au Havre. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu déjà ta relation au sport, comment tu as découvert le sport de combat en général, parce qu'on va y venir, mais tu n'es pas tout de suite arrivé au jiu-jitsu brésilien, et pourquoi t'as pas choisi le foot? C'est une vraie question, je le dis en rigolant, mais parce que parfois on se ferme aussi un petit peu nous les portes en pensant qu'il n'y a que ces sports populaires entre guillemets qui nous sont accessibles, mais t'en es encore une fois la preuve qu'on peut accéder à d'autres sports. Alors déjà, moi, c'est vrai que je suis né au Havre, mais j'ai pas vécu toute ma vie au Havre. J'ai vécu aussi à Clichy-sous-Bois dans le 93. En fait, moi, je suis issu d'un mariage polygame, vous savez, en tant qu'Africain et tout. Et ma mère, elle a divorcé jeune, quand j'étais jeune avec mon père. Du coup, elle est partie vivre à Clichy-sous-Bois. À l'âge de 9 ans, j'ai quitté le Havre. Et j'ai vécu pendant 9 ans à Clichy-sous-Bois, justement. Je suis revenu à mes 18 ans. Parce que j'ai toujours été attaché au Havre. Toutes les vacances, je revenais au Havre. J'ai toujours kiffé le Havre. J'aime bien Clichy-sous-Bois aussi, mais j'ai toujours préféré le Havre. Et c'est là-bas que j'ai commencé les sports de combat, d'ailleurs. J'ai joué au foot. Tout à l'heure, tu m'as demandé pourquoi j'ai pas choisi le foot. C'est le foot qui m'a pas choisi. Du coup, j'ai joué au foot, mais j'étais pas assez bon. Vous savez, j'ai pas les qualités pour jouer au foot. J'ai fait plusieurs postes. J'ai toujours été avec la dernière équipe les réservistes et tout. Et après, un jour, je passais justement pour aller au foot. À chaque fois, je passais devant une salle de boxe à Clichy-sous-Bois. Et il y avait une championne de mon quartier. Chaque fois, on la voyait s'entraîner et tout, on en parlait et tout. On se disait qu'elle était dans mon collège aussi. On se disait qu'elle nous battait et tout. On faisait la concurrence avec les gars de mon collège et tout. Et un jour, je sais pas pourquoi, j'ai franchi la salle de sport de la boxe. J'ai regardé un de leurs entraînements et j'ai kiffé.
Tu sais, dans les quartiers, on faisait avant les corps à corps et tout. Moi, je connaissais rien du tout à la boxe, hein. Et on voulait se tester, on voulait savoir c'est qui était le meilleur. Je suis allé, j'ai essayé, et j'ai tout de suite kiffé. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'apprécie vraiment, vraiment la boxe. J'en ai fait pendant une dizaine d'années. J'ai fait plusieurs combats à l'international. C'est la première fois que j'ai voyagé. J'étais jamais sorti de la France. Avec la boxe, j'ai fait Belgique, Boxe anglaise. Allemagne. Non, c'était du K1. Du K1. Du K1 et de la kickboxing. Et j'ai fait un combat en Thai boxing aussi. Du coup, j'ai voyagé j'ai fait un combat en Tunisie, un combat à Malte, un en Danemark, en Allemagne, aux Pays-Bas, plusieurs fois en Belgique. Je pense que j'ai oublié certains pays. Et j'étais jeune. Ça m'a fait voyager. Je combattais, je kiffais. En plus, j'étais payé pas à hauteur des combats que je faisais parce que justement, c'est pour ça que j'avais arrêté la boxe. Je m'étais pris la tête avec mon coach. Il me payait 150 € par combat alors que j'avais eu des échos comme quoi les combats ils payaient beaucoup plus. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Et du coup, après, j'ai arrêté la boxe parce que je me suis rapproché de la religion. J'avais arrêté, j'ai fait 5 ans de musculation, j'ai repris. Et puis après, j'ai arrêté parce que en religion, j'avais vu que c'était pas bien les coups au visage et tout. Je me suis marié, je me suis dit que c'était plus un sport pour moi. T'as tourné la page. Exactement. T'avais quel âge à cette époque-là où tu vas dans différents pays et où tu découvres ce sport-là? Ça, je pense que j'avais entre 16 et 18 ans, je crois. Même un peu plus jeune, je pense. En fait, j'ai commencé la boxe, je devais avoir 14 ans, un truc comme ça. Et j'ai arrêté vers l'âge de... Non, j'ai commencé, je devais avoir 12 ans. J'ai arrêté vers l'âge de 18 ans à peu près. Et voilà, j'ai fait plusieurs voyages. J'étais entre 16 et 18 ans. Ça m'a fait découvrir des pays, je kiffais vraiment. Et après, j'ai eu des problèmes avec le coach, comme je vous expliquais. Et du coup, j'avais un vrai dégoût de la boxe à cette période-là. J'ai arrêté, je me suis mis dans la musculation, j'ai repris. Puis après, c'est là que j'ai coupé par rapport à la religion. J'avais repris, je crois que j'avais 20 ans, 21 ans à peu près. J'avais fait 2 combats en France. Je me suis reblessé au même endroit où je m'étais blessé à la boxe. J'avais une blessure au tibia qui n'a pas voulu guérir. Et du coup, j'ai dû arrêter le sport par rapport à ça. Ok. Aussi. Tu nous parles de la première fois que tu as franchi la porte pour la boxe. Ça t'a marqué. Et quand tu as franchi ce premier pas et que tu as commencé ton premier entraînement, tu étais dans cette continuité où il y a eu ce moment de se dire « Ah, franchement, la boxe, c'est dur. On sait que c'est des entraînements bien plus intenses que le foot. » Qu'est-ce qui s'est passé entre le premier franchissement et le premier entraînement? Je pense que en fait, quand j'ai commencé la boxe, j'ai tout de suite eu des facilités. Je suis très nul dans les sports de foot, comme le foot et tout, mais dans les sports de combat, j'arrive en fait, les sports individuels, j'arrive à faire de belles choses directement. Du coup, directement, j'ai eu des éloges de mon ancien coach et des pratiquants. Ils me disaient que j'apprenais très vite, que j'avais une certaine force par rapport à mon poids, parce qu'à l'époque, il faut savoir, je faisais entre 70 et 75 kilos. Là, aujourd'hui, je fais 100 kilos. Et on me disait que j'avais de la force pour mon gabarit. Et tout de suite, j'ai commencé à travailler les détails. Je suis très perfectionniste dans la vie de tous les jours. Et justement, la boxe, c'est un sport de perfection, comme le jiu-jitsu. D'ailleurs, c'est pour ça que je kiffe. On évolue toujours sur des détails. Et ça m'a vraiment fait accrocher à la boxe, comme au jiu-jitsu, par exemple. Ok. Donc, t'as 18 ans, t'as une phase d'arrêt, une retraite un peu spirituelle, pour reprendre un peu ce que tu disais. L'arrêt, ça dure combien de temps? J'ai arrêté à peu près 5 ans. Comme je disais, j'ai fait 5 ans de musculation. En fait, je suis un peu hyperactif dans ma vie. Ça veut dire que j'ai toujours besoin de faire du sport. J'ai jamais fait plus d'1 an sans faire de sport. J'avais fait 1 an sans faire de sport quand je faisais du foot parce que je m'étais cassé la hanche. Et j'ai toujours eu besoin de faire du sport. Même des fois, quand j'étais pas inscrit dans un sport, j'allais dehors, je courais. J'ai toujours eu besoin de libérer une certaine énergie. Arrête en compétition. Ouais, c'est ça. Donc, tu continues le sport. Tu as toujours un lien avec le sport, mais tu arrêtes la compétition. Mais qu'est-ce qui fait que chez toi, à un moment donné, tu reviens au sport et à la compétition? En fait, j'ai des amis sur Snap que je voyais faire de la boxe. Ils reprenaient, c'était à la sortie du Covid. Je les voyais en train de s'entraîner ensemble et tout. Je me suis dit, pourquoi pas réessayer? J'avais pris 20 kilos entre-temps. Mon dernier combat, je l'avais fait en moins de 75 kilos. Je faisais 95 kilos quand j'ai repris la boxe.
ça avait été vraiment difficile parce que je faisais du shadow et tout, des fois, dans le vide. Mais là, en ayant repris la boxe, j'ai vu que j'avais vraiment perdu en vitesse, en technique. Tu dis shadow, toi tu maîtrises. Il y en a peut-être qui maîtrisent un peu moins. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le shadow? Le shadow, en fait, c'est boxer dans le vide, en fait. C'est faire comme si tu faisais un combat contre une ombre. Tu t'envoies des coups, t'esquives. En fait, tu libères les coups que tu maîtrises à l'entraînement. Je remarquais pas que j'avais perdu en vitesse, mais en faisant des combats, j'avais fait des combats contre des personnes beaucoup plus légères que moi. Les premiers entraînements, ils avaient été très très difficiles parce que c'est beaucoup plus compliqué de se remettre dans le sport qu'on a déjà pratiqué par rapport au fait de recommencer le sport. En fait, quand tu commences le sport, t'es à chaque fois en train d'apprendre. Du coup, il n'y a pas de complications. Mais quand tu maîtrises déjà le sport et tu as fait un grand arrêt, de reprendre, de récupérer ton niveau d'avant, ça c'est le plus compliqué. Déjà mentalement et même physiquement, tu sais que tu n'es plus aussi rapide. J'étais plus tout jeune. Et ça m'a vraiment marqué ce moment-là. Je me rappelle que j'ai failli craquer d'ailleurs. J'ai failli ne pas le reprendre, le sport. À cette époque, donc, quand tu arrêtes le sport de combat, à quel moment tu reviens au WAF? Parce que si je me trompe pas, on a fouillé un petit peu. C'est au moment où tu reviens au WAF, après un certain temps, où tu vas rouvrir et repousser une salle de sport et la porte d'un club avec, on va en parler, quelqu'un qui t'a poussé un petit peu à reprendre ce sport. Si tu veux bien nous parler de cette personne et de ce moment où voilà, c'est le moment où ça rebascule pour toi. Et je pense que c'est pas n'importe qui dans ta vie, cette personne qui t'a permis aujourd'hui d'être le champion que tu es devenu. Je pense que tu parles de Mohamed Saïd, c'est ça? Je parle de Mohamed Saïd. Mohamed Saïd, en fait, c'est justement par rapport à lui déjà que j'ai repris la boxe. Parce qu'il mettait des snaps, comme je t'ai expliqué tout à l'heure. Je voyais des snaps avec eux, il s'entraînait avec, je sais pas si vous connaissez Zakaria Bedjaf. Ils ont une famille de grands combattants. Il y a Zakaria, Yassine et Ilyes. Ils ont fait de la lutte et là, ils sont dans la boxe et il est coach en MMA. Champion du monde, non? Non, ils sont pas champions du monde, mais ils ont des bons palmarès, en tout cas dans les sports de combat. Titres, ouais. J'ai vu. Et Zakaria, c'est aujourd'hui mon coach de lutte d'ailleurs. Je suis toujours avec lui. Et c'est un mec qui m'a débloqué un mental de ouf. Il était coach de moi et Mohamed Saïd à l'époque avec Sada Djong, on s'entraînait, je sais pas si vous connaissez. C'est un très grand athlète en lutte aussi. Et voilà, Mohamed, il m'a branché, il m'a dit de venir. Du coup, je me suis entraîné avec eux. Et justement, je vous parlais d'avoir failli craquer quand j'ai repris le sport parce que c'était pas du tout les mêmes intensités d'entraînement. Là, en fait, Zakaria m'a réinitialisé, en fait. Et lui, il te pousse à bout, il te pousse dans tes derniers retranchements. Il m'a développé un cardio que j'avais jamais eu dans ma vie. Jusqu'à aujourd'hui, j'en bénéficie encore. Il m'a débloqué un mental aussi. Il m'a vraiment poussé jusqu'au bout de mes limites. Et d'ailleurs, j'en suis très reconnaissant. Je le remercie souvent, mais je le remercie pas assez. Et du coup, j'ai fait de la boxe. J'ai refait 2 combats après. Et je me suis blessé. Et en m'étant blessé, j'ai eu des frères qui m'ont dit, t'arrives. En fait, j'étais allé à la mosquée, j'ai essayé de prier, j'avais grave mal au tibia. Et un frère qui m'a dit, regarde, tu fais des sports de combat, en plus ils sont haram et t'arrives même pas à faire la prière comme il faut. Et ça m'a fait un gros déclic. Du coup, j'avais envoyé un message à Zach, je me rappelle. Je lui avais envoyé un très grand message, je lui ai dit, ouais, je voulais arrêter les sports de combat par rapport à leur religion et tout. Du coup, j'ai coupé. Et pareil, comme je vous ai dit, j'ai toujours été à la recherche de sport. J'arrivais pas. J'ai repris le foot pendant 1 an. J'étais vraiment pas bon. J'ai rejoué aux municipaux. Et je forçais. Je voulais absolument faire du sport. J'ai kiffé pourtant l'année que j'avais fait avec les municipaux. Et en parallèle, j'avais vu Mohamed Saïd encore lui. Il s'était reconverti dans le jiu-jitsu brésilien. Il avait mis un snap. Et à l'époque, j'aimais pas le jiu-jitsu. Parce qu'avec Zach, justement, on faisait une transition vers le MMA. Et il avait amené un coach de jiu-jitsu, je sais pas si vous connaissez, je sais plus c'est quoi son prénom. Son nom de famille, c'est Técher. Je sais pas si vous voyez, c'est qui? Joachim, exactement. C'est Joachim Técher. Il l'avait amené, il expliquait, tu sais, quand tu passes de la boxe au jiu-jitsu, c'est différent parce que la boxe, c'est un sport avec de la rapidité, de l'impact. Tu es toujours en train de frapper. Et le jiu-jitsu, on prend peut-être 10 minutes à t'expliquer une technique qu'après tu dois mettre en place. Et je me disais, ouais, c'est quoi ce sport de ouf? En plus, on est collé à des mecs et tout, en train de se faire des câlins. Je critiquais justement comme ça dans le snap.
Je lui ai dit, ouais, tu sais quoi ton sport de fou, tu fais des câlins à des mecs. Il m'a dit, s'il te plaît, viens juste essayer un cours. Depuis ce jour-là, j'ai poussé la porte du jiu-jitsu et aujourd'hui, j'en suis arrivé là. Avant d'aller plus loin dans le jiu-jitsu, je voudrais juste revenir le lien que tu as avec Mohamed. Il date depuis quand? Vous vous êtes rencontrés quand? Quel est votre lien en fait? Mohamed, je l'ai rencontré, il était tout petit. Moi aussi, j'étais petit, on a 3 ans, on a 5 ans de différence, je crois. Et on était à la madrasa au cours d'arabe. Quand on était jeune, il y avait un cours d'arabe à la mosquée, l'ancienne mosquée de la Marouche, je sais pas si vous voyez c'est laquelle, avec Ali Amin. On faisait du cours d'arabe et il était là. Je l'ai rencontré comme ça, je connaissais ses grands frères aussi à Yémen, parce que j'habitais au Mont-Gaillard quand j'étais jeune, on se connaissait un peu tous. Et je le voyais comme un petit et tout. Et au fur et à mesure, c'était comme un petit frère. Hein. J'ai grandi avec lui, on s'est côtoyés, on s'est toujours côtoyés. Ça fait aujourd'hui presque 20 ans, 22 ans qu'on se connaît. Et je le prends comme mon petit frère. On se charrie beaucoup, je sais pas si vous voyez sur les vidéos. Là d'ailleurs, il y a un vlog qui va sortir dans lequel j'étais avec lui en Tunisie. Ouais. J'ai vu un peu les prémices. C'est ça. Et ouais, c'est comme un petit frère aujourd'hui pour moi. Chaque fois que je fais du sport, en tout cas depuis que je suis au Havre, j'en fais avec lui. Et voilà. Ok, merci. Donc tu as réussi, et c'est quelque chose pour ton épanouissement personnel, si je comprends bien. Tu as réussi à allier tes convictions au sport et tu as trouvé le champ du possible, hein, avec tes principes sans jamais rien renier. Et ça a tout de même réussi, je le répète parce qu'on va en parler très rapidement, mais ça a réussi à faire de toi un champion. T'arrives donc, là tu nous expliques que tu arrives au jiu-jitsu brésilien, t'as quel âge? Quand je suis arrivé au jiu-jitsu brésilien, d'ailleurs, il faut savoir que le jiu-jitsu brésilien, c'est un sport. En France, il est souvent commencé très tard. Il n'y a pas beaucoup d'enfants qui commencent le jiu-jitsu et qui perdurent. Il y en a certains, mais la plupart des gens, ils connaissent le sport tard. Tu vois, je pense que vous, avant de me connaître, vous ne connaissiez pas ce sport. Pourtant, il y a des gens au Havre qui en font depuis un certain moment. Mais c'est un sport là qui est en pleine expansion. J'ai commencé en 2024 à 26 ans. J'ai fait mes premières compétitions. C'est pour ça que c'est tard pour une personne qui commence un sport. Mais regardez, aujourd'hui, 2 ans après, j'en suis à faire des podiums à l'international. Du coup, c'est assez tard pour un humain, mais pour une personne qui pratique le jiu-jitsu, c'est pas tard. Mais tu dis quelque chose d'intéressant. Tu dis que c'est un sport qui est souvent démarré tard. Mais tu sais un petit peu comment ça fonctionne, et notamment pour les jeunes. Il faut pouvoir s'identifier à un moment donné à une figure. C'est vrai qu'au Havre, on n'a peut-être pas eu la figure qui représentait le jiu-jitsu brésilien à laquelle on pouvait s'identifier. Tu vois, moi je connaissais un petit peu ce sport-là, mais voilà, les prémices. J'ai vu 2 combats dans ma vie à mon âge, à presque 40 ans. Voilà, j'y connaissais absolument rien. Je sais pas pour toi. Moi non plus, je connaissais pas. Je voyais aussi des snaps de certaines personnes qui se lançaient dans ça, mais jiu-jitsu brésilien, je savais même pas que ça s'appelait comme ça. Pour moi, c'était le MMA. Tu vois, Ouais. les gars, ils faisaient du MMA, ils s'entraînaient, ils développaient. Et c'est là où aussi tu as peut-être un double mérite. C'est que, tu vois, aujourd'hui, on est là, on fait une émission, on parle de toi. Moi, j'ai pu suivre un peu à travers tes réseaux sociaux. On a quelqu'un à qui s'identifier. Plus souvent, on ne se retranche pas par quartier, on va se retrancher sur la ville et on se dit, ouais, au Havre, il y a un mec qui sort de nulle part dans ce sport. Ça fait, on peut le dire maintenant, 2 ans et demi que tu fais ce sport. Je vois 1 podium, 2 podiums, 3 podiums. Je me dis, c'est qui l'OVNI? Il sort d'où? Tu vois, le gars, comment il arrive? Et c'est vrai, on s'identifie malheureusement souvent à des sports collectifs, foot, basket, hand, où on se dit, 25, 26 ans, le gars, il démarre. Il arrive à la fin, en fait. Et pour toi, ça a été, tu l'as dit, tu as parlé de réinitialisation tout à l'heure par rapport à ton coach, ça a été une nouvelle aventure. Et c'est aussi un point sur lequel je voudrais mettre un sujet sur lequel je voudrais mettre un point d'honneur pour tous ceux qui nous suivent, c'est qu'il est jamais trop tard en fait. Quand tu as envie, quand tu as la détermination, quand tu trouves ta voie. Tu disais que tu as une appétence pour les sports de combat et tu as souvent des facilités, ce que t'ont souvent dit tes coachs, donc c'est possible. Et aujourd'hui, on arrive à s'identifier à quelqu'un. Moi, demain, je te mens pas, si je vois à la télé une compétition de jiu-jitsu brésilien, je vais m'arrêter.
peut-être ce que j'aurais pas fait auparavant. Et je te dis pas ça pour te faire plaisir. Ouais, hein. non, Je te dis ça parce qu'aujourd'hui, voilà, je sais qu'il y a quelqu'un dans notre ville qui est un champion. Il faut pas avoir peur de le dire. Je répète ça parce que, voilà, aujourd'hui, on a besoin aussi, et les jeunes ont besoin de s'identifier à des personnes qui ont réussi. Autres que dans le foot, dans des champs qui sont déjà connus. Ouais, surtout le foot, tu vois, on a beaucoup de références dans le foot, tu vois. 98, Zizou, tu vois, c'est une référence pour tous les gens de quartier. Donc, ouais, c'est devenu le sport le plus accessible. La génération, on dit la génération Mbappé, tu vois, ouais, aussi. c'est ça, tu vois. Mais il y a d'autres sports où tu peux développer, réussir, et tu es en phase de transition et tu es en train de prouver aussi aux gens que... Il n'y a pas que le foot, malgré que tu es revenu aux municipaux à quel âge? Je crois que je devais avoir 25 ans ou juste avant de commencer. Et pour te dire, tellement c'est accessible le foot, tu vois, tu sors du sport de combat, tu reviens dans le foot et tu n'es pas convaincu. Et parfois, ça prend du temps pour pouvoir trouver sa voie. Et je trouve qu'au Havre, on a des combattants d'exception. On a des combattants et des combattantes, pour le coup, qui sont titrés. On a Alan Diaz, on a Amina Zidani, qui a été titré. T'es là aujourd'hui. Je pense qu'il faut aussi en parler, tu vois, c'est important. Et t'en es la figure. Et t'as même eu la rencontre de Mehdi Larbi, je crois, sur ton chemin, qui est un champion aussi. Ouais. Mehdi Larbi, je m'entraînais avec lui justement à l'époque où j'avais repris la boxe avec Zach. On s'entraînait ensemble. Franchement, son parcours, il est incroyable. Moi, je m'identifiais un petit peu à lui. Parce qu'à l'époque où moi je faisais de la boxe, il faut savoir, à l'époque, avant de reprendre, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui faisaient de la boxe, mais lui, je savais déjà qu'il en faisait. Du coup, en fait, avant, quand tu faisais de la boxe, tu étais vu un peu comme un fou. Pas un fou, mais les gens, ils se disaient, pourquoi tu fais de la boxe? T'es un ouf, c'est violent. Les gens, c'est tout de suite la violence et tout. Et je me rappelle qu'à l'époque, dans le Havre, il y avait Mehdi Larbi qui faisait de la boxe. Il y avait d'autres personnes peut-être, mais je ne les connaissais pas à ce moment-là. Je connaissais Mehdi Larbi, il y avait les frères Jong qui faisaient de la lutte, qui faisait des ravages, et il y avait William Gomis, aujourd'hui il est à l'UFC, et on était à peu près peut-être une dizaine de personnes à faire de la boxe sur le Havre, et on se connaissait tous, des sports de combat, on se connaissait tous parce que c'était rare de faire du sport de combat à l'époque. Aujourd'hui, je vois des gens dehors que j'ai jamais vus, ils me disent qu'ils font de la boxe. Maintenant, tout le monde fait de la boxe. Il y a eu l'effet Mbappé pour le foot, mais l'effet McGregor et Khabib aussi pour les sports de combat, qui ont mis de la lumière à fond sur les sports de combat. Et depuis, c'est en pleine expansion. Justement, le jiu-jitsu, ça pète par rapport à Khabib et à Islam Makhachev et tout. Mais il faut pas oublier, tu le dis, les gens voient ce sport parfois, et notamment la boxe, comme un sport de dingue, mais c'est très réglementé, on fait pas ce qu'on veut. On le voit, il y a des catégories de poids, il y a des règles, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Donc ça reste un sport et des sports qui sont très encadrés, et bien vu pour William Gomis, que j'avais omis de citer. Donc t'arrives au Jiu-Jitsu à 26 ans. Combien de temps d'entraînement avant d'arriver à une première compétition? Parce que pour toi, ça s'est passé super vite. Et surtout, je me permets de te couper, un sport que tu avais mal abordé la première fois, où on se touche, tous ces sujets que tu te disais, justement, j'ai pas envie de faire ce sport-là. Qu'est-ce qui t'a fait que tu t'es lancé aussi, tu vois? Alors moi, j'ai commencé le Jiu-Jitsu en janvier 2024. Là, aujourd'hui, on est en 2026. J'ai commencé, j'ai fait peut-être une semaine, et après, c'était directement les vacances. J'ai kiffé, je suis directement allé m'acheter un kimono. À l'époque, on pouvait même pas acheter de kimono directement à Decathlon, il fallait les commander sur Internet, tellement il n'y avait pas beaucoup de personnes qui pratiquaient ce sport. Je suis allé acheter un kimono, je me suis lancé, et puis quand les vacances se sont terminées, j'ai pas arrêté. Je voulais limite arrêter le travail. J'ai eu de la chance parce que moi, je travaille dans le nucléaire. J'ai pas encore parlé de mon boulot, mais je travaille dans le nucléaire. Et à cette époque-là, j'avais 5 semaines d'astreinte. C'était 5 semaines où j'étais en attente de savoir s'il y avait une urgence avec mon équipe qui était en train d'intervenir sur le chantier à ce moment-là. Du coup, j'ai pu m'entraîner pendant 5 semaines consécutives à fond. Et tous les jours, j'allais à l'entraînement. Vraiment, j'ai kiffé. C'est un sport dans lequel tu évolues, en fait, t'es en constante évolution.
Du coup, j'ai tout de suite kiffé. C'est pour ça que j'ai grave accroché dès le départ. Et il y avait les championnats de France en mars, du coup, à peu près 2 ou 3 mois après. Et tout de suite, en mars, j'ai demandé à mon coach si je pouvais faire la compétition. Il m'a dit, vas-y, pourquoi pas. C'était les championnats de France de ceinture blanche. J'ai tout de suite été bon, en fait, dans le jiu-jitsu brésilien, au sein de ma salle. Et moi, je me voyais déjà champion de France, en fait. J'étais persuadé que j'allais faire champion de France. Je suis arrivé et ça m'a tout de suite mis une claque. Je me suis déboîté l'épaule dès la première compétition. J'ai eu 2 mois d'arrêt. Et j'ai kiffé tellement le sport que j'ai fait qu'1 mois d'arrêt parce que c'était la veille du ramadan. Du coup, pendant tout le ramadan, je m'étais pas entraîné. Quand le ramadan s'est terminé, j'étais toujours sous attelle et je m'entraînais. Et je me suis déboîté l'épaule gauche. En fait, j'avais l'épaule droite déboîtée, je me suis déboîté l'épaule gauche. Parce que j'étais en convalescence, justement, je compensais avec le bras gauche. Et du coup, je me suis retrouvé avec les 2 épaules déboîtées, ça m'a fait 4 mois d'arrêt. Et c'est le moment où j'ai le plus évolué pour moi dans le jiu-jitsu. Parce que je travaillais beaucoup avec mes atouts. Et là, ça m'a permis de travailler avec on va dire, j'étais pénalisé, je pouvais pas trop utiliser mes bras. Du coup, ça m'a beaucoup appris à utiliser mes jambes et à travailler sur le dos. Parce que je travaillais beaucoup au-dessus à l'époque. Et une fois que j'ai guéri, j'ai tout de suite refait une compétition et j'ai directement fait un podium, j'avais fait une médaille d'or. C'était juste avant d'aller au championnat du monde. Puis après, j'ai fait les championnats du monde. Du coup, 9 mois après avoir commencé, mais c'est pas réellement 9 mois de pratique. J'ai eu en vrai, en tout, 5 mois de pratique parce que les mois où j'avais les épaules déboîtées, je pouvais pas. Donc toi, t'arrives, 5 mois de pratique, et tu viens, t'as des mecs qui sont là depuis je sais pas combien de temps, tu leur prends la médaille d'or et tu leur dis au revoir. C'est ça que tu fais. C'est comme ça, quoi. Mais surtout, c'est quoi? Tu vois, aujourd'hui, moi, demain, je vais rentrer dans le jiu-jitsu. Si je veux être bon, quels sont les critères que je dois avoir, tu vois, pour performer? Parce qu'en 5 mois, avec 4 mois de blessure, 2 épaules déboîtées, c'est que tu répondais aux critères. Et c'est quoi les critères, tu vois? Franchement, je sais pas. Souvent, on me pose cette question, j'arrive pas à y répondre. J'ai pas de réponse à ça. Je sais que j'ai fait des résultats assez rapidement. Des fois, il y a des personnes qui, par exemple, ils viennent dans notre club, dans mon club. J'ai pas encore parlé du nom de mon club d'ailleurs. C'est l'AMK Team du Havre. C'est au stade de Chazeau. Mon coach, c'est David Merki. Ça fait 22 ans qu'il fait du jiu-jitsu. C'est l'un des plus gradés en France. C'est vraiment, il a. On va en parler de David. Et on va parler aussi des ceintures pour que les gens un peu comprennent comment ça fonctionne. D'accord. Du coup, je disais qu'il y en a qui arrivent dans mon club. Ils s'identifient à moi, on va dire, ils se comparent, on va dire, à ce que j'ai pu faire. Ça, je le déconseille fortement parce que tout le monde n'avance pas à la même cadence. Moi, je connais des gens, ça fait 4 ans, ils sont dans la même ceinture, ils n'arrivent pas à passer le cap, à faire des résultats. Et moi, alhamdoulilah, j'ai fait des résultats tôt, mais c'est pas parce que j'ai fait des résultats tôt que tout le monde va faire des résultats tôt. J'ai eu des facilités. Il y a d'autres personnes qui arrivent, par exemple, Lassana, c'est mon cousin, il fait du jiu-jitsu aujourd'hui. Il a eu sa ceinture bleue en 5 mois, c'est très très rare dans le jiu-jitsu. Il a tout de suite fait des résultats. Il est arrivé, il avait aussi des capacités physiques qui l'ont permis de tout de suite performer. Il a fait, je crois, 3 ou 4 compétitions. Et les 3 ou 4 compétitions, il a fait des médailles d'or. Le coach, il a directement passé ceinture bleue. Tu vois, il y a des personnes, ils arrivent, au bout de 2 ans, ils passent ceinture bleue. Il y en a d'autres au bout d'1 an, d'autres au bout de 5 mois. Tout le monde avance à sa vitesse, en fait. C'est ça la différence des sports collectifs et les sports individuels. Lassana qu'on salue déjà, que je connais aussi. Big up à lui. Mais voilà, plus pour répondre à la question, dans ce sport-là, c'est quoi qu'il faut pour être bon, tu vois? On sait que c'est du sol, au départ on est debout, qu'est-ce qu'il faut, tu vois, pour être au-dessus de ton adversaire? Ce qu'il faut pour performer dans le jiu-jitsu, pour moi, c'est le temps. Moi, j'ai pas mis beaucoup de temps avant de faire des résultats, mais pour faire des résultats, il faut du temps. En fait, je peux arriver et te donner toutes les techniques qui existent dans le jiu-jitsu brésilien, je peux te les expliquer parfaitement, je peux te les faire montrer. Jamais tu vas réussir à les faire d'un coup, tu vois. C'est la pratique. Plus tu vas pratiquer le mouvement. Tu sais, ça ressemble un peu au judo. Au judo, on dit que pour maîtriser une technique, il faut la faire 1000 fois. Et pour la faire instinctivement, il faut la faire 100 000 fois. C'est-à-dire plus tu vas driller, le drill, c'est la répétition technique. Plus tu vas faire des répétitions, plus tu vas répéter le mouvement, plus il va devenir naturel. Et un gars qui arrive, qui commence le jiu-jitsu, tu lui fais montrer un mouvement. Par exemple, déjà, l'être humain, il n'est pas fait pour se déplacer au sol. Nous, on est 90% du temps au sol.
Ça veut dire qu'il faut apprendre à se déplacer au sol, il faut apprendre à faire des mouvements au sol. Je peux vous demander de faire certains mouvements, je suis quasiment sûr que vous n'allez pas réussir à les faire, pas parce que vous savez pas, enfin vous êtes nul ou quoi, c'est juste parce que vous n'êtes pas habitué à les faire, vous savez pas vous déplacer au sol, vous savez très bien marcher parce que l'être humain il est fait pour marcher mais pas pour se déplacer au sol, tu vois. Du coup je pense que c'est le temps. C'est des aptitudes qu'il faut, c'est ça. qu'il faut acquérir. Il faut l'aider, il faut les acquérir et c'est avec la répétition et le temps que ça vient. Ok. Justement, tu parlais des ceintures. Pour qu'on comprenne un petit peu comment ça fonctionne, tu as 5 ceintures différentes. Si je me trompe, tu m'arrêtes tout de suite. Hein. T'as la blanche, la bleue, violette, marron et noire. C'est ça. J'ai bien appris ma leçon. Il y en a plus que ça, mais c'est exactement ça. En fait, dans la noire, il y en a plusieurs. C'est pour ça qu'il y en a qui disent qu'il y en a un peu plus. Ça fait un peu comme les Dan ou judo, c'est ça, plusieurs exactement. Dan, mais ça reste des ceintures noires, en fait. Quand ils s'affrontent, tu peux affronter une ceinture rouge et être ceinture noire, tu vois. D'accord. Et dans les compétitions, comme le disait Abou tout à l'heure, c'était un petit peu la question, c'est les ceintures blanches rencontrent les ceintures blanches, exactement. Les ceintures bleues rencontrent les ceintures bleues. Exactement. Et toi, aujourd'hui, tu es à quelle ceinture? Moi, je suis aujourd'hui en ceinture bleue, que j'ai eu en 1 an. La moyenne de temps, en fait, par ceinture, c'est, on dit 2 ans ou 3 ans à peu près. Moi, j'ai réussi à l'avoir en 1 an parce que, comme mon coach m'avait expliqué, ça ne servait plus à rien que je reste en ceinture blanche parce que je faisais à chaque fois des médailles d'or. Il fallait aller se challenger autre part. J'avais fait champion d'Europe. Et en fait, au championnat d'Europe, c'est l'une des seules compétitions des grands slams que tu peux faire en tant que ceinture blanche. Par exemple, là, j'ai fait les championnats du monde il n'y a pas très longtemps et ça commence qu'à partir de ceinture bleue. J'avais fait médaille d'or, du coup, mon coach m'a dit j'ai plus rien à faire en ceinture blanche, du coup, il m'a passé ceinture bleue. C'était ma question suivante. En fait, c'est qui décide du changement de couleur au niveau des ceintures? Ça c'est un truc que je kiffe dans notre sport. C'est que c'est le coach qui choisit. En fait, le coach, en voyant tes résultats, la façon dont tu t'entraînes, il peut te dire si tu es prêt à passer la ceinture ou pas. Il n'y a que lui qui peut valider ça. S'il sent que en 5 mois, je suis apte à passer la ceinture d'au-dessus, bah, la décision elle reste entre ses mains à lui. S'il estime qu'il me faut 3 ans pour passer cette ceinture, la décision elle est encore entre ses mains. C'est pas entre les mains de la Fédé. C'est pas du tout ça. Ouais, c'est pas l'institution qui décide si tu montes ou pas, c'est ton coach. Donc là, il y a un lien à créer avec ton coach. Après, il y a un lien à créer avec lui, mais ça reste le sport, tu vois. Il n'y a pas de favoritisme, par exemple. C'est pas parce qu'il s'entend bien avec toi qu'il va te passer ta ceinture plus tôt. Si tu as les capacités pour passer, de toute façon, si, admettons, tu passes trop vite en ceinture du dessus, bah, tu vas te faire ratatiner par les... Tu vas vite redescendre. Est-ce que le coach il a cette capacité aussi à te dire si tu passes de blanche à bleu et qu'il se trompe? Est-ce qu'il peut te refaire revenir en blanche? Non, tu peux pas faire de machine arrière. Donc en fait, le coach, il a vraiment... C'est ça, c'est une grosse responsabilité de sa part. Il y a des personnes qui ont été passées trop tôt dans certains clubs, bah, ils ont vu la vérité en face et ça les a dégoûtés du sport. Tu vois, si tu arrives à rien faire en compétition, bah, ça va forcément te dégoûter. Et ça va même te créer de la crainte et du stress avant d'aller en compétition. Tu vas pas avec les armes. Le coach, il a un travail très important en vrai sur vous, justement, parce que c'est lui qui décide et il faut pas qu'il se trompe. Mais pour pas se tromper, il faut qu'il y ait une connaissance Exactement. du joueur, pardon, moi je suis toujours dans le foot. Du combattant. Et il faut qu'il y ait aussi, comme je parlais tout à l'heure, un lien que voilà, vous connaissiez aussi, qui sache jusqu'à où tu peux aller. Exactement. Bah, comme j'explique souvent, parce qu'il y a des personnes qui arrivent dans le jiu-jitsu, des fois, et ils estiment qu'ils ne sont pas assez soutenus par le coach. Mais moi, mon coach, par exemple, il a 150 licenciés. Des fois, on se retrouve à 80, 70 sur le tatami. Quand il y a 80 ou 70 personnes, tu ne peux pas donner un peu de temps à 80 ou 70 personnes. Par exemple, au départ, quand j'ai commencé le jiu-jitsu, avant de faire les championnats de France, bah, j'échangeais pas beaucoup avec mon coach parce qu'il privilégie, tu vois, les compétiteurs, les gens qui sont en ceinture de couleur. Du coup, moi, je sais que j'ai déjà fait des sports de combat. Il y a des gens qui arrivent du foot, ils ne comprennent pas ça. Ce que je vais expliquer là tout de suite. Moi, je sais que j'ai dû travailler plus pour justement faire les championnats de France. J'ai perdu au premier tour, je me suis déboîté l'épaule. Mais dans le combat, je pense qu'il a dû voir quelque chose en moi. Il a dû se dire, le gars-là, il a une envie parce que j'ai perdu, il faut savoir, mais j'ai perdu aux avantages. Tu sais, dans le jiu-jitsu, il y a les points, les avantages et les pénalités.
En fait, les points, c'est quand tu marques des points. Les avantages, c'est quand tu as failli marquer un point. Du coup, j'ai perdu que d'un avantage. Et je me suis déboîté l'épaule à 5 secondes de la fin du combat. Et je pense que c'est à ce moment-là que mon coach il a dû voir qu'il y avait quelque chose à faire. Du coup, là, il a commencé à s'intéresser à moi. En fait, je trouve ça très logique. Il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Il y a des gens à qui j'ai déjà expliqué plusieurs fois. Ils sont venus, ils ont essayé le jiu-jitsu. J'ai expliqué que le coach, il ne peut pas te donner du temps. Je sais pas comment expliquer. C'est à toi de te montrer. Voilà, c'est à toi de faire montrer que le coach il doit te donner du temps, tu vois. Et qu'aujourd'hui, ton coach s'est pas trompé. Exactement. Hein, c'est aussi... Non, mais tu vois, tu disais, il y a 70, 80 licenciés en même temps sur un tatami. Tu peux pas avoir... Voilà, on a qu'une paire de dieux. Ouais. on peut pas regarder tout le monde. Mais à un moment donné, c'est comme partout. Le talent, il va prendre le dessus. Il faut faire preuve de patience. Et il s'est pas trompé. Il y a des médailles. En veux-tu, en voilà pour le coup. Donc tu fais... Moi, j'ai une petite question, Abou. C'est pour rebondir un peu sur ce qu'Abou disait, les qualités un peu que tu dois avoir. Le mental, il prend quelle place? Il y a la technique, il y a des choses que tu dois travailler, des acquis que tu dois répéter. Tu disais 1000 fois pour maîtriser une prise, une technique. Mais le mental, il prend quelle place? Pour moi, le mental, c'est limite 80% d'un athlète, de n'importe quel sport. En fait, tu peux avoir le talent que tu veux, si tu n'as pas de mental, c'est caduque. Pour moi, par exemple, si tu te retrouves dans une certaine position en jiu-jitsu, si tu n'as pas de mental, tu ne vas jamais sortir, tu vois. Et des fois, tu es pris dans une soumission, il va rester 10 secondes. C'est où soit tu vas taper et perdre alors que tu es en train de gagner au point, ou soit ton mental, il va te faire rester un peu plus longtemps dans la soumission pour pouvoir justement gagner le combat. Il y a aussi le fait, des fois, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, les compléments alimentaires et tout, ils m'ont aidé, mais le mental, ça m'a beaucoup aidé aussi parce que des fois, tu es fatigué. Tu es un être humain, tu t'entraînes tous les jours, plusieurs fois par jour. Tu te retrouves fatigué à la fin de la journée. En plus de ça, je travaille, j'ai la vie de famille à côté. Et le mental, ça m'a beaucoup aidé. J'ai failli craquer plusieurs fois. Je me disais, ça y est, mon corps, il veut plus suivre. Même moi mentalement, j'arrivais plus à me lever pour aller au sport. Et c'est là que j'avais demandé à certaines personnes qui sont athlètes de haut niveau dans le foot et j'ai certaines connexions sur le Havre qui m'ont conseillé les compléments alimentaires, qui me disaient qu'eux aussi s'entraînent plusieurs fois par jour, les footballeurs, et que sans compléments alimentaires, ils n'arrivaient pas. Et c'est là que j'ai commencé à me tourner vers les compléments alimentaires. On le rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas et qui ne maîtrisent pas, on ne parle pas de dopage, hein. On parle de compléments alimentaires. Non, mais je vois certains faire le lien tout de suite. Compléments alimentaires pour la régénération des muscles, Exactement. Parfois pour la prise de masse. Exactement. Ça facilite. Mais dans l'activité, en vrai, mentalement, vous êtes sollicité dès le départ. Quand tu nous expliques que vous êtes 70 dans une salle sur un tatami, si le coach ne te regarde pas pendant 6 mois, mentalement déjà, tu es déjà mis à l'épreuve. Exactement. Je sais pas comment ça se passe, il délègue, il y a d'autres yeux. C'est ça en fait. Tu vois, dans le sport, dans le jiu-jitsu, ce qui est bien, c'est qu'il y a plusieurs grades. On a parlé des ceintures tout à l'heure. C'est que, par exemple, une ceinture bleue, elle peut donner des conseils à une ceinture blanche. En fait, ce qu'il y a, c'est que nous, notre coach, il forme les ceintures avec les plus hauts grades. Et que eux, par derrière aussi, ils nous forment, ils nous donnent certains conseils. Et même une ceinture bleue, elle peut donner un conseil à une ceinture violette ou une ceinture marron. Tu sais, des fois, il y a un geste que moi, je vais maîtriser à la perfection qu'eux, ils ne maîtrisent pas encore parce qu'il y a un panel technique qui est énorme dans le jiu-jitsu brésilien. Par exemple, une ceinture violette ou une ceinture marron, avec humilité, elle peut venir me demander comment tu fais telle chose. Et nous, par exemple, les ceintures blanches qui viennent d'arriver dans le club en général, nous, en tant que ceinture bleue, ceinture violette et ceinture marron, on les conseille aussi. Le coach, il ne va pas tout de suite s'intéresser à des ceintures blanches. Il s'intéresse à eux, mais il ne peut pas s'intéresser qu'aux ceintures blanches parce qu'il y a des ceintures de couleurs qui font des compétitions. Et en gros, entre guillemets, on est leur coach aussi, tu vois. Du coup, on les coach aussi. Un sport individuel, mais qui est d'équipe, voilà, c'est exactement ça. Donc, en fait, le club, c'est une équipe. C'est ça, exactement. On combat tout seul, mais on combat avec l'équipe. Tu vois, c'est le coach qui te donne les armes. Du coup, en gros, tu reproduis ce que ton coach il t'a fait montrer, ce que tes collègues ils t'ont fait montrer. Des fois, il y a des collègues ils vont maîtriser un geste à la perfection. On va tous lui demander comment il fait. Et
on va recopier son geste, entre guillemets. Et, c'est très intéressant voilà. ce que tu nous dis, parce qu'on a souvent le mot sport individuel à la boxe, à la lutte, au judo. Et au final, quand tu nous racontes là, on se rend compte que tu n'es jamais tout seul. C'est exactement ça. En fait, tu ne peux pas t'entraîner tout seul. Ça n'existe pas. Si je viens et je fais... En boxe, tu peux faire du shadow. Et même en faisant du shadow, vraiment, tu t'entraînes pas tout seul. Tu fais du shadow, mais tu as besoin de sparring partner, exactement. C'est pareil dans le jiu-jitsu. Jiu-jitsu, tu peux faire des mouvements, des formes de corps et tout, des fautes, des adversaires pour vraiment mettre les techniques en place, tu vois. C'est un travail d'équipe pour t'amener à une performance individuelle. Exactement. Okay. Donc là, aujourd'hui, en 2 ans et demi, champion d'Europe, vice-champion du monde, et tu as une médaille de bronze aussi au niveau des championnats du monde. Exactement. En 2 ans et demi. Je vais refaire un parallèle, mais pour ceux qui peuvent un petit peu s'imaginer, imaginez-vous intégrer une équipe senior au niveau du football, et en 2 ans et demi, vous arrivez champion d'Europe, vice-champion du monde, sans jamais avoir pratiqué le foot. Franchement, en tout cas, c'est propre, c'est bluffant. Merci. On va parler un petit peu de toi aussi, au-delà du sportif, parce que ta personne aussi, elle nous intéresse. Comment on arrive à son sport? Comment on arrive à sortir de certains rouages? On va pas se mentir. Dans certains quartiers, parfois, on doit prendre une décision. Et il y a le chemin de la facilité qui nous emmène forcément à des problèmes. Et il y a le chemin du travail et autres. Et on n'est pas là pour cataloguer quoi que ce soit, hein, mais c'est important. Parce qu'on nous a parlé un petit peu de toi. Tu étais quelqu'un d'assez introverti un petit peu, même si tu faisais pas mal de bêtises. Hein. On nous a dit que tu étais un clown un petit peu plus jeune. Toi, c'est quoi ta vision de devenir, tu vois, de passer d'un jeune homme de quartier à un homme aujourd'hui qui, je pense, on peut le dire, accompli? Déjà, moi, il faut savoir que, déjà, comme je vous expliquais tout à l'heure, j'ai grandi au Havre, à la Marouge, au Mont-Gaillard. On sait très bien que c'est des quartiers sensibles. Et à Clichy-sous-Bois, dans le 93, c'est aussi un quartier sensible. J'ai fait des bêtises comme tout le monde. Pas des grosses bêtises, mais en étant jeune, on fait tous certaines bêtises et tout. Mais j'ai toujours fait du sport à côté. Je pense que le sport, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a aidé à me canaliser et tout. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis un peu hyperactif. J'aime bien un petit peu bouger. En fait, j'ai aussi grandi dans une famille avec des grands frères, une famille assez religieuse, je dirais. Ça aussi, ça m'a beaucoup aidé, la religion. Souvent, quand je faisais des bêtises, mais je savais toujours que le Créateur, il nous voyait. Et ça m'a aussi aidé à me canaliser. Et comme je vous ai dit, je pense que le sport, ça y est pour beaucoup de choses. Parce que, comme je vous ai dit, quand je fais quelque chose, moi, j'aime bien le faire à fond. En fait, j'aime bien, si je commence le foot, j'étais très nul au foot, hein, mais quand je faisais du foot, j'étais persuadé de pouvoir devenir un grand joueur alors que j'étais très nul. J'ai fait de la boxe, j'étais persuadé de pouvoir devenir un très grand boxeur. J'ai fait du jiu-jitsu, aujourd'hui je me suis persuadé que je pourrais être un très grand jiu-jitsuka. Et ça me prend beaucoup de temps de vouloir être le meilleur dans ce que je fais. Du coup, ça m'a pas laissé le temps aux bêtises. Et au bout d'un moment, il fallait couper le quartier, il fallait couper les mauvaises fréquentations et se concentrer à 100% dans le sport. Il fallait faire preuve de persévérance et s'autoriser à rêver. Dans ce que tu dis, moi, c'est un peu ce que j'ai l'impression d'entendre. C'est que je veux être le meilleur, mais s'autoriser à penser à pouvoir être le meilleur, on peut garder cette humilité en voulant être le meilleur. Tu vois, parce que c'est parfois mal pris dans différents sports. Quand tu dis « je veux être le meilleur », on peut penser que la personne manque parfois d'humilité, mais non, moi je pense que c'est aussi quelque chose qu'on doit s'autoriser, l'ambition de rêver. Tu vois, on dit souvent faut viser la lune pour atteindre les étoiles, mais c'est vrai, je pense qu'il faut s'autoriser à rêver. J'ai cru comprendre, et tu vas me dire si c'est vrai, que quand tu étais plus jeune, tu courais assez vite. Ouais. Il y a un chien qui te faisait souvent courir quand tu étais petit.
Je t'ai dit, on a creusé le chien de Guinée. Tu peux pas nous en parler un petit peu? Moi, en fait, avant que je vais au quartier, je vais à la Boule, à la Marouge, pour ceux qui connaissent le parc. Les gens l'appelaient la grosse boule avant. Et il y avait souvent des chiens dans le quartier. Les gens avaient des chiens. Il y avait le chien des Guinées, justement. Il est décédé aujourd'hui. Il est mort, le chien. Et des fois, il le ramenait juste pour jouer et il le lâchait dans la boule comme ça. Il n'était pas dangereux, en fait. Mais nous, c'est très bien en tant qu'Africains et tout. Je pense que c'est dans les gènes. Le mythe. Ouais. J'étais grave apeuré des chiens. Jusqu'à aujourd'hui encore, j'ai peur des chiens. Donc on peut faire 2 mètres de haut, 100 kilos, mais avoir peur des chiens. Avoir peur des chiens, c'est vrai. J'ai l'agilité sur mon nom. Ouais, ça nous a appris à grimper sur le City Stade, par exemple. Il t'a jamais attrapé? Non, la peur m'a créé une certaine adrénaline qui me faisait courir très vite, ouais. Le schéma familial, tu disais, toi, tu es issu d'une grande famille. Aujourd'hui, quand tu y repenses, quand tu vois, je pense que tu n'es pas loin d'être les plus jeunes de chez toi. Tu parlais de cadre. Moi, je parlerais même de structure. Est-ce que c'est une structuration familiale qui t'a permis aujourd'hui d'être l'homme que tu es, avec tes valeurs, tes principes, et qui t'amène aujourd'hui aussi à aller au bout de ce que tu as envie? Ça a été quoi le discours des grands frères à la maison, et notamment lorsque tu changes de sport, lorsque tu te casses les épaules? Ils ont quel rôle aujourd'hui, les grands frères, même s'ils ne sont pas sportifs, pas coach, ils ne se substituent pas au coach, mais sur le plan mental, c'est quoi leur rôle? Alors moi, comme tu as dit, je sors d'une très grande famille. Vous savez, je sors d'une famille malienne. Le père, il est polygame, plusieurs frères, plusieurs sœurs. Je crois qu'on est une vingtaine. Et franchement, dans tout ce que j'ai fait dans ma vie, je suis l'un des plus jeunes, comme tu m'as dit. Je suis l'avant-dernier. Et j'ai toujours eu un soutien, toujours dans tout ce que j'ai fait, dans tout ce que je me suis lancé. J'ai toujours su avoir des conseils de mes frères. C'est en bien ou en mal. Des fois, on me déconseillait de faire certaines choses. Après, je suis très têtu aussi. Il y a des choses que j'ai quand même fait qui n'ont pas porté leurs fruits. Il y a des choses que j'ai quand même fait qui ont porté leurs fruits, malgré certains conseils. Et des fois, ils me conseillaient en bien. Ils m'ont toujours poussé vers l'avant. J'envoie un message dans le groupe de ma famille avant d'aller en compétition et tout. À chaque fois, j'ai tous mes frères, mes grandes sœurs, ils sont âgés. Hein. J'ai 28 ans, moi, il y en a qui frôlent la cinquantaine en termes d'âge. Et ils m'ont toujours poussé vers l'avant. Ils ont toujours cru en moi. Ils me soutiennent. Avant de monter sur le tatami, j'ai une grosse pensée pour eux aussi. Et c'est une force. C'est ma force. Moi, comme je le dis, les gens, ils critiquent un peu les familles nombreuses. Moi, j'ai pas eu besoin d'amis quand j'étais jeune, en fait. J'ai un frère qui a 2 semaines de différence avec moi. Et on n'a pas la même mère, mais ça a toujours été mon meilleur pote, tu vois. On a toujours parlé. Ouais, je te dis à l'inverse, moi j'étais tout seul dans ma chambre, tu galères. Tu galères. J'allais chez les voisins, petit big up au Koulibaly, j'allais chez eux, je restais avec eux parce que c'était ennuyeux. La deuxième famille. Ouais, on parle beaucoup de toi, chez toi, en fierté. Tu vois, on dit que tu es un petit peu la fierté de la famille parce que peut-être dû aussi à ton exigence, à ton envie d'être performant, d'être le meilleur, mais on parle beaucoup de toi comme la fierté, comme l'homme qui apporte le nouveau sport, la boxe, après c'est la lutte. Tu vois, tu es quand même quelqu'un qui est représenté chez toi malgré ton jeune âge. Hein. Et comment toi tu le vis ça? Est-ce que tu le ressens que tu es une fierté, que tu es un moteur aussi pour les grands frères et les grandes sœurs, tu vois? Moi, je sens que je suis une fierté, mais eux aussi, c'est ma fierté. Moi, je suis très fier de ma famille. Très jeune, tu sais, les gens, il y a certaines personnes qui sont ici d'une famille nombreuse et une famille polygame, qui avaient honte de dire combien ils sont chez eux, qu'ils avaient plusieurs mères. Moi, j'ai jamais eu honte de ça. On m'a toujours appris à ne pas avoir honte de ça. Par exemple, ma mère, je vous le dis comme ça, la mère de mes frères, j'ai toujours appelé maman, tu vois, j'ai toujours dit ma mère. Quand je parle d'elle, des fois, je dis ouais, je vais chez ma mère. Les gens me disent mais ta mère, elle habite pas à Paris. Je dis ouais, mais je parle de ma mère qui habite. En fait, j'ai jamais fait de distinction avant. J'expliquais aux gens quand j'étais jeune, sans le savoir, que j'étais jumeau avec mon frère qui a 2 semaines de différence. Je disais que j'étais jumeau, mais on n'a pas la même mère. Et j'étais persuadé de ça parce que mes 2 mères, ils m'ont toujours
mis ça dans la tête. Ils m'ont toujours dit qu'on était des jumeaux. Du coup, j'ai grandi avec le fait, avec cette pensée-là. J'étais persuadé que c'était mon jumeau. Jusqu'à tard, en plus. Peut-être jusqu'à mes 12 ans, j'étais persuadé que c'était mon jumeau. Et après, avec le temps, j'ai compris qu'on était juste... En fait, on a des similitudes parce que moi aussi, à titre perso, j'ai la même chose que toi. Tu vois, il y a 2 mamans, j'ai une sœur qui a 12 jours d'écart avec moi, que j'ai toujours considérée comme ma jumelle. Tu vois, après, en grandissant, le lien, c'est une fille, moi je suis un garçon, c'est un peu détaché. Mais ça a été fort. Et c'est vrai que moi, j'ai un petit peu les mêmes codes que toi. J'ai pas de différence entre les 2 mamans. Tu vois, il y a ma mère forcément, mais l'autre, c'est pareil, je l'appelle maman et c'est tout à ton honneur. Et je pense que c'est aussi ce qui fait que... C'est une grande force. Voilà, c'est une très très grande force pour les familles nombreuses comme nous. Exactement. C'est important de pas renier ce qu'on est, d'avoir 2 mamans, d'avoir un père qui... De toute façon, c'est ton histoire. C'est ton histoire et c'est ce qui t'amène aujourd'hui. On a pu échanger avec des membres de chez toi et c'est vrai. Bon, au-delà des petites anecdotes qui nous ont donné des petits surnoms. Aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai vu sur ton réseau, ton surnom, c'est Black Silver. Hein, c'est toi qui l'as trouvé seul? On te l'a donné ou c'est passé comment? En fait, j'ai toujours été fasciné par en fait, c'est Silverback à la base. C'est les dos argentés. J'ai toujours été fasciné par les gorilles parce que c'est la force. C'est une force. Ils sont végétariens, ils ont une force hors norme. Moi, je suis beaucoup nature. J'aime bien méditer sur la nature, déjà religieusement, et même j'aime bien la nature, ça me fascine. Et ça me fascine. Et du coup, je sais pas, un jour comme ça, je me suis dit pourquoi pas Silverback. Et faut savoir que là, maintenant, aujourd'hui, c'est Silver Black, parce que j'ai envoyé un kimono à une fille qui fait des flocages, elle s'appelle Flocking Queen. Et elle s'est trompée au lieu de dire Silver Black. Elle a mis Silver Black. Je me suis dit que ça faisait bien aussi. Tu vois. On peut la remercier aujourd'hui. Merci. Et du coup, c'est par rapport à ça que c'est Silver Black aujourd'hui. Et Dracula. On en parle. Les anciens Dracula, ça. Quand j'étais jeune, en fait, pendant très longtemps, j'ai pas eu de dents devant. Je me suis cassé les dents très jeune et ils ont pris du temps à pousser. Tu sais, il y a toujours des petits dans les quartiers, ils ont pas de dents devant. Et moi, ils m'appelaient Dracula, ouais. Ils m'appelaient Dracula. Et pendant longtemps, j'ai pas eu de dents devant. Et ça, c'est venu de là. Et Kunta Kinte, parce que je suis grand, Et moi aussi, je me suis autoproclamé Kunta Kinte avant de refaire des sports de combat. Parce que déjà, j'étais fasciné par son histoire et parce que on me disait que je lui ressemblais, que j'étais grand et j'étais assez tracé comme lui dans le film, quoi. Mais c'est fort de s'autoproclamer Kunta Kinte qui a une histoire assez folle, hein, tu vois. D'où ça t'est venu de dire vas-y, moi je vais être Kunta Kinte. Moi, quand je me remémore l'histoire, parce qu'on a tous regardé ce film-là, je me dis, moi je me serais pas dit que je m'appelle Kunta Kinte en tout cas. T'as eu Kunta Kinte, c'est un petit peu le nom du noir, l'esclave, que tout le monde donne. Vas-y, toi t'es l'esclave, Kunta Kinte, voilà, c'est la hagra. Justement, il a gardé son nom Kunta Kinte pour pas céder à l'esclavage. Et moi, Kunta Kinte, c'est même pas moi qui me suis appelé comme ça. Je me suis autoproclamé par la suite, mais c'est des potes à moi de la rue de l'Avenir qui m'ont appelé Kunta Kinte, justement, par rapport à ce que je vous expliquais. C'est plus l'image je lui ressemblais de la force, et tout, voilà. des muscles. Et du coup, après, moi, j'ai pas de honte à être noir. Je suis fier d'être noir, très fier même d'être noir. Et aujourd'hui, si je peux me représenter par une personne qui a subi de l'esclavage et tout, pour moi, c'est pas plus mal. C'est l'histoire, c'est ton histoire. C'est mon histoire, comme tu m'as dit. Et t'as bien raison d'en être fier. Aujourd'hui, pour revenir un peu sur ton sport, t'as quel statut? T'as un statut professionnel ou t'as un statut amateur? Il faut savoir que dans le jiu-jitsu brésilien, en France, tu peux pas avoir le statut professionnel. Il n'y a que quand tu es ceinture noire, tu as un certain statut, mais c'est même pas reconnu en tant qu'athlète de haut niveau. Moi, j'ai fait plusieurs démarches pour être reconnu en tant qu'athlète de haut niveau, mais comme c'est pas un sport olympique, on peut pas être reconnu en tant qu'athlète de haut niveau. Il faut prendre une licence en judo, faire ses katas, devenir ceinture noire, c'est beaucoup trop long. Par exemple, aux États-Unis, au Brésil,
à partir de ceinture bleue, ils sont déjà professionnels. Là, j'ai combattu au championnat du monde. J'ai affronté une personne qui s'entraîne 3 fois par jour, qui est rémunérée pour faire ce sport-là. Moi, c'est que mes sponsors qui m'aident à financer mes voyages, mais je travaille à côté, je suis obligé de travailler. Alors que dans les autres pays, par exemple en Arabie Saoudite, c'est un sport à part entière. Les mecs, ils sont payés, ils sont rémunérés. Je sais plus comment ça s'appelle au Kazakhstan. Si tu gagnes un grand slam, on t'offre un appartement. Nous, en France, on n'a pas ce statut-là. Du coup, on va dire que je suis amateur en France, mais professionnel à l'international. Ouais, statut d'amateur, mais reconnu c'est ça. Par les autres. C'était un peu là où je voulais t'emmener. C'est que aujourd'hui, tu le dis, toi, tu travailles au quotidien. Tu as une vie de famille. Tu dois aussi subvenir aux besoins de ta famille. Donc, tu ne peux pas échapper au travail. Tu es contraint aujourd'hui de porter plusieurs casquettes, d'aller démarcher des sponsors. Il y a des sponsors aujourd'hui qui te viennent en aide. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est suffisant? Tu as encore besoin de développer ça? Est-ce que la mairie, elle intervient à un moment parce que tu représentes aussi une ville, une image? On sait bien comment ça fonctionne. Quand il y a de belles médailles et de belles performances, on en parle. Mais pour arriver à ce type de performance, il y a un quotidien, il y a un besoin de financement, il y a un besoin d'émancipation. Ça se passe comment pour toi aujourd'hui? Au départ, c'était très très compliqué. Moi, j'ai de la chance de faire un métier qui paye assez bien. C'est pas le métier en lui-même qui paye bien, c'est que je fais du déplacement. Et la première année, j'avais beaucoup d'argent de côté et tout. Du coup, j'ai fait un gros sacrifice. C'est que j'ai beaucoup investi sur moi-même la première année. J'ai fait toutes mes compétitions tout seul. Je suis allé à Abu Dhabi pour faire les championnats du monde. J'ai payé de ma poche. J'ai fait les championnats d'Europe au Portugal. J'ai payé de ma poche. J'avais pas de sponsor au départ. Et après, à force de faire des résultats, il y a des sponsors qui sont venus à moi et qui m'ont beaucoup aidé. Ça suffit pas encore. Moi, j'aimerais vivre de ce sport-là. C'est vraiment un truc qui m'intéresserait de ouf de vivre du jiu-jitsu. En général, pour vivre du jiu-jitsu, il faut avoir une académie, mais il faut attendre d'être ceinture noire. Du coup, j'ai encore un peu de temps devant moi. Mais si jamais les sponsors ils peuvent m'aider pour que je puisse vivre à 100% du sport, pouvoir m'entraîner comme il le faut et pouvoir performer à haut niveau, parce que là, aujourd'hui, des fois, pendant plusieurs semaines, je peux ne pas m'entraîner à cause du déplacement. Et c'est très compliqué. Du coup, les sponsors, ils me contactent sur les réseaux sociaux en général. Moi, mon objectif, c'est de mettre le Havre sur le toit du monde. Le Havre, c'est vraiment une ville que j'affectionne beaucoup. Et je cherche plutôt des sponsors havrais, moi. Quand je cherche des sponsors, à chaque fois, si par exemple, il y a deux sponsors de 2 villes différentes qui me contactent, s'il y en a une qui est au Havre et l'autre dans une autre ville, je vais toujours choisir le sponsor du Havre. Et des fois, je prends même des sponsors qui ne me rémunèrent pas forcément, mais parce que je veux les mettre en lumière, comme eux me mettront en lumière. Aujourd'hui, tu as parlé d'un mot très fort, hein, pour résumer un petit peu ton parcours, sacrifice. On peut dire qu'aujourd'hui, tu es en train de tout sacrifier pour réussir dans ton domaine. Parce que déplacement, vie de famille, exactement. Entraînement, c'est combien d'entraînements à la semaine? On a entraînement le lundi de 18h à 21h45. Le mardi, on n'a rien, mais je fais de la lutte ou de la muscu à côté. Et le mercredi, je m'entraîne de 19h à 21h. Le jeudi, de 18h15 à 21h15. Le vendredi, de 19h30 à 21h45. Et le samedi, il y a un cours de 14h à 16h. Et le dimanche, je refais de la lutte de 11h à 13h. En fait, je suis presque tout le temps. Je suis marié, comme vous le savez sûrement. J'ai une petite et je sais que c'est très compliqué. Ma femme, elle en a un peu marre du jiu-jitsu. Mais on s'est mis d'accord, je l'ai assise parce que les premières années, ça allait. La deuxième année, elle a commencé à saturer un peu. On en a discuté et je lui ai expliqué que je comptais vivre du jiu-jitsu et que ce serait vraiment un truc que j'aimerais beaucoup. Du coup, on s'est mis une limite. Je lui ai dit que jusqu'à peut-être mes 35 ans, je vais sacrifier beaucoup de notre temps pour pouvoir, après, pouvoir profiter. C'est le jour où j'aurai une académie, je pourrai vivre de mon sport et j'aurai beaucoup plus de temps parce que je ne travaillerai pas à côté. Et on s'est mis d'accord sur ça. Sans compter les régimes. C'est ça, les régimes, les démarches pour les sponsoring, les voyages. C'est vraiment du sacrifice. Et exactement. Puis ça, les gens, ils ont besoin de l'entendre.
aujourd'hui, pour être performant On n'a pas le choix. dans votre domaine, il faut être dans le sacrifice. Aujourd'hui, tu es accompagné par combien de sponsors? Je dois avoir une dizaine de sponsors à peu près. Si vous voulez, je peux vous les citer. C'est ton moment. Alors, déjà, je tiens à faire une mention spéciale à un de mes sponsors. La première personne qui m'a contacté pour me sponsoriser, c'est ma marque de kimono, Osmosis. Ils n'avaient même pas encore créé leur entreprise qui m'avait contacté. Ça s'est passé assez particulièrement. En fait, vous savez, moi, sur mes vidéos, je ne mets pas de musique. Ils m'ont contacté justement par rapport à ça. Ils m'ont dit, écoute, nous, on a une marque à lancer et c'est une marque qu'on aimerait lancer sans mettre de musique. Et ça, ce jour-là, ça m'avait fasciné parce que je leur avais fait un message pour leur dire que je suis choqué qu'un sponsor il vienne à moi par rapport à ça parce que je me disais justement que ça allait faire fuir les sponsors, de ne pas mettre de musique et tout. Et c'est une grosse mention spéciale à eux. Ça, c'est ma marque de kimono et de rash-guard. Et ils sont en train de tout casser. Là, ils se sont lancés il y a moins d'un an, ils sont déjà en train de tout casser. Puis après, j'ai IB Auto. Je sais pas si vous connaissez, c'est un garage. J'ai vu la petite vidéo. Allez pas le cambrioler, je vous le dis. Si vous voulez la ref, allez sur le TikTok sur Instagram, pardon. Les frérots, vous allez voir. Il y a une équipe qui vous attend là-bas. N'y allez pas, les gars. Il y a eux. IB Auto, ils m'ont contacté aussi. Et eux, ils m'aident beaucoup financièrement. Par exemple, ils ont payé une grosse partie pour mon voyage pour la préparation des championnats du monde en Tunisie et aux États-Unis. Il y a MF Construit et Supervise. C'est une entreprise. C'est les personnes qui tiennent Gel Maçonnerie. Je ne sais pas si vous connaissez. En fait, c'est mes grands frères. C'est des mecs que je côtoie depuis tout petit. Mon meilleur ami, c'est l'un de leurs frères. Ils m'ont sponsorisé aussi, pareil, ils m'ont aidé financièrement, ils m'ont donné une grosse partie pour la préparation aussi. Et j'ai Biotech USA, c'est une marque de compléments alimentaires. Ils sont au Doc Vauban sur le Havre, pour ceux qui habitent sur le Havre. C'est une très grosse enseigne. C'est le sponsor, par exemple, de l'équipe du Barça au foot. C'est vraiment un très gros groupe. Et sur le Havre, moi, le propriétaire du magasin, il a décidé de me sponsoriser. Et c'est très gentil de sa part. Puis après, comme sponsor, j'ai Nour Recovery, c'est une marque de récupération. Ils font des bottes de pressothérapie. Je ne sais pas si vous connaissez, il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît la pressothérapie. C'est des bottes c'est avec la pression, ça te fait circuler le sang assez fluidement dans les jambes et du coup, ça te fait récupérer beaucoup plus vite. Et je vais regarder parce qu'il y en a beaucoup de sponsors. J'ai Ice Moon. Ice Moon, c'est une marque de caleçons. Avant, je l'entendais beaucoup quand j'écoutais de la musique. Il y avait Lafouine qui faisait l'éloge de cette marque-là. Et je savais pas c'était quoi, en fait. Je me disais, avant qu'il me contacte, je me disais, qu'est-ce que des caleçons, ça pourrait me rapporter, tu vois. Moi, j'ai acheté mes caleçons sur Amazon. J'en ai acheté 7 pour 10 €. Je me disais qu'un caleçon, ça allait rien changer, mais c'est pas pour encenser la marque. Quand j'ai essayé les caleçons, j'ai compris pourquoi il y a autant de hype. Il y a tous les footballeurs qui mettent ces caleçons-là. Il y a Riyad Mahrez qui met ces caleçons-là, Cédric Doumbé, il y a même NASA. En fait, il y a tous les sportifs, tous les artistes, ils mettent ces caleçons-là, et c'est pas pour rien. Franchement, quand je les ai mis, j'ai compris directement. Les gens, ils doivent me prendre pour un fou, ils doivent se dire qu'est-ce qu'un caleçon, ça peut changer à une prestation. Mais quand tu te sens à l'aise dans tes équipements, déjà, ça t'aide aussi pour la compétition. Le moindre détail. Exactement. Et une mention spéciale aussi pour LH Cryothérapie. Ça, c'est une marque de cryothérapie. Ils vont ouvrir un salon justement avec des bottes de pressothérapie et un peu tout ce qu'il en suit. C'est des jeunes de mon quartier. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, moi, mon objectif, c'est de mettre en avant les marques havraises. Ils m'ont contacté, ils n'ont pas encore ouvert leur salon, il va ouvrir en septembre, Inch'Allah. Et ils m'ont contacté en amont pour me demander si je voulais faire un partenariat avec eux. Et moi, je leur ai dit que ça m'intéressait de ouf. Et que si je pouvais mettre leur marque en avant, c'était grave intéressant. Ils vont ouvrir un salon de cryothérapie, ils auront des bains froids, des bosses de pressothérapie. Ils vont avoir tout ce qu'il faut pour la récupération. Et là, hier, j'ai signé un autre partenariat avec JM Cuisinaire. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est Coach Jus. Vous ne connaissez pas Coach Jus? C'est un mec qui a ouvert une salle de musculation et il fait des plats healthy. Moi, vous savez, je sais que les gens, ils remarquent pas beaucoup par rapport à mon physique parce que je suis assez tracé, assez musclé. Mais je mange n'importe quoi, moi. Je fais pas attention à l'alimentation. Pourtant, c'est très important dans le sport. Et eux m'ont contacté, ils font des plats healthy, c'est des plats à base de protéines. Si jamais tu dois perdre du poids, ils te comptent tes calories.
Si tu dois prendre du poids et te compte les calories aussi, c'est des trucs équilibrés à base de riz, un peu de poulet. Ils mettent pas d'huile. Ils font même des desserts LC. Et ils m'ont contacté avant d'aller au championnat du monde. Et bah, hier, on a signé le partenariat. Et ça, j'espère que ça va très bien se passer. Leurs plats, ils sont très très bons. Je les ai goûtés avant de signer avec eux. Et franchement, je vous le conseille. Ça se structure de plus en plus. Exactement. On voit côté alimentaire, vestimentaire, des entreprises de la ville, des jeunes qui ont investi sur eux-mêmes aujourd'hui, qui investissent aussi sur toi. Donc là, on a le cercle qui est en train de se faire. Toi qui souhaites ouvrir une académie justement pour redistribuer aussi ce qu'on t'a donné. Donc on est totalement dans ce qu'on cherche, l'apprentissage, le partage, la connaissance. Donc c'est plutôt pas mal. Et je te disais tout à l'heure, on est dans une ville. C'est quoi aujourd'hui le rôle de la mairie par rapport à toi? Est-ce que tu as un soutien de la mairie? Est-ce que tu as... Moi, j'ai contacté la mairie. J'ai envoyé des mails. Et on m'a répondu qu'ils voyaient ce que je faisais, les résultats que je faisais et tout, que c'était très bien. Ils étaient à fond derrière moi, mais qu'ils ne pouvaient rien faire pour moi tant que je ne suis pas reconnu en tant qu'athlète de haut niveau. Et c'est vrai, je pense qu'ils ne peuvent rien faire pour moi. Après, je pense qu'ils peuvent quand même débloquer certaines subventions. Mais ils ne peuvent pas me payer tant que je ne suis pas reconnu en tant qu'athlète de haut niveau. Et pour être reconnu en tant qu'athlète de haut niveau, comme je vous expliquais tout à l'heure, il y a beaucoup trop de démarches à faire et ça me prendrait beaucoup trop de temps. Et alors moi, je suis à la recherche de sponsors justement à cause de ça. Parce que je sais que je ne peux pas être aidé par la mairie. Et si jamais il y a des sponsors qui veulent me sponsoriser et qui regardent la vidéo, ils n'hésitent pas. Je suis preneur. Après, à côté de ça, c'est quand même la mairie qui met à disposition pour le club les gymnases de Deschazos, Oui, je crois, non? oui, ils mettent à disposition le club. Mais après, ça, c'est mettre à disposition les infrastructures, c'est je pense, le minimum pour eux. Oui, pour bien les- sûr, mais Après, juste pour le souligner. Mm. Après, toi, tout ce qui est sponsoring, c'est toi qui s'occupe de tout, ou tu as une équipe, tu as des gars avec toi derrière qui bossent, ou vraiment c'est toi qui s'occupe de ton sport, qui s'occupe de tous tes sacrifices, ou tu as une équipe avec toi? bah, je m'occupe de vraiment tout. Même quand je fais des vidéos, les montages, et le sport, et de trouver des partenariats, d'accepter certains partenariats, parce qu'il y a d'autres partenariats qui me proposent, mais qui ne vont pas avec mes valeurs. Et aussi, bah, la personne qui m'a contacté par rapport à Ace Moon, bah, elle m'a aidé à trouver 2 ou 3 sponsors derrière. Elle m'a poussé. Et là, il me pousse encore pour certains sponsors. C'est vraiment un bon. Je ne sais pas s'il veut que je dise son nom à la caméra. Et c'est Christophe des Neiges. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est Calvin. Lui, c'est un tueur. En fait, il me propose à des marques sans même me le demander. Après, au final, il me dit « Ouais, je t'ai trouvé un sponsor, je t'ai trouvé un... » Parce que je faisais de la boxe avec lui, justement, à l'époque où j'en faisais avec Zach. Et gratuitement, il fait ça. Du coup, je lui en suis très reconnaissant. Et bah, gros merci à lui. Mais sinon, non, j'ai pas de manager, j'ai rien. Je gère ma carrière totalement tout seul. Après, j'ai mon coach qui m'aide, qui me conseille aussi beaucoup. Donc après, wow, ça va, en final, il y a quand même un réseau qui se crée autour de toi. Exactement. Et des mises en lien, quoi. Ouais, au Havre, ce qui est bien, c'est que, bah, à part l'équipe du Hack, tu vois, il n'y a pas vraiment beaucoup de stars. C'est pas comme si tu étais à Paris et il y avait, je sais pas, une centaine de personnes connues sur les réseaux sociaux et tout. Au Havre, on est très peu. Il y a très peu de personnes qui sont connues. Du coup, bah, on peut bénéficier à fond de toutes les marques havraises pour les mettre en valeur. Moi, comme je vous ai dit, je suis un très très grand fan de ma ville. Le Havre, je kiffe. Quand on entend parler, encore quand j'étais aux États-Unis, je faisais des débats avec des personnes qui habitent pas au Havre. Franchement, je kiffe ma ville, moi, j'y trouve mon confort. En tout cas, en France, je pense que je pourrais vivre nulle part ailleurs que sur le Havre. Et si j'arrive à avoir des sponsors de ma ville, ce serait le top, quoi. Ça te permettrait de te faciliter la vie. Exactement. Sur le sportif, il y a un mec qu'on va aller chercher bientôt. Hein, que tu vas aller chercher. Pour ceux qui ne savent pas, voilà, t'as 2 défaites contre ce gars-là. C'est Mauricio, un Brésilien, statut de professionnel, Exactement. qui s'entraîne au quotidien. On a échangé un petit peu, parce qu'on n'a pas vu tous les combats, mais on a échangé un petit peu avec tes proches qui eux, les ont regardés. La marge, elle est en train de se réduire.
Et l'année prochaine, tu vas aller nous le chercher. Inch'Allah. Hein? Là, il est passé ceinture violette. J'ai vu sur ses réseaux. Il est passé la ceinture du dessus. Moi, encore, je ne sais pas si je vais passer la ceinture. C'est la décision, comme je vous ai dit, elle est à mon coach. Mais je pense que dans pas très longtemps, je vais passer. Franchement, c'est mon objectif de le battre un jour. Comme tu as dit, lui, c'est un gars qui s'entraîne dans un très très grand club de jiu-jitsu connu mondialement connu mondialement. C'est Alliance. C'est l'un des plus grands clubs au monde. Il s'entraîne plusieurs fois par jour. Il a toutes les infrastructures autour de lui. Et je pense qu'il ne travaille pas. Je pense qu'il vit du jiu-jitsu. À la différence de moi, j'arrive, je dois travailler. J'ai pas toutes les infrastructures qu'il faut. Et en tout cas, je vais me donner les moyens. Je suis persuadé que je pourrais le battre. Et je vais me donner les moyens, en tout cas, pour aller le battre. Donc, coach, il faut nous le faire passer en violet. Les sponsors, il faut lui faciliter la vie au quotidien pour qu'il puisse aller et vivre de son sport surtout. Et petit message à Mauricio, s'il nous entend, on va bientôt arriver, Mauricio. T'inquiète pas. on va aller le chercher au Brésil, Inch'Allah. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, toi pour la suite? On parlait de rêve tout à l'heure. Ton rêve ultime, c'est quoi? Et peut-être son meilleur et son pire souvenir, comme on pose à tout le monde. Dans les meilleurs, je pense déjà tu peux nous présenter un petit peu les médailles que tu nous as apportées. Il y a du métal, les gars. Il y a du métal. Et puis nous dire ce que ça représente pour toi aussi. Alors, j'ai pris mes médailles des grands slams. En fait, celle-là, c'est la première médaille internationale que j'ai faite dans ma vie. C'est 9 mois après avoir commencé le jiu-jitsu. Je suis allé à Abu Dhabi. À la base, j'y suis allé déjà pour la compétition, mais j'allais faire une Umrah et je me suis dit pourquoi pas faire d'une pierre deux coups. Je suis allé à la compétition. Franchement, je m'attendais à rien. Je pensais que j'allais arriver et perdre au premier tour. J'ai passé un combat, 2 combats, 3 combats, 4 combats. Et je me suis dit, je suis finaliste des championnats du monde. J'ai perdu malheureusement en finale, mais j'étais très très content de ma prestation. Je savais pas encore que c'était un truc de ouf, on va dire, dans le sport. C'est qu'une fois arrivé en France, avec les médias, tous les médias du jiu-jitsu, ils en parlaient. Ils considéraient ça comme un truc de fou. Et c'est là que j'ai réalisé que j'avais fait peut-être un truc de fou. J'étais pas encore sur les réseaux à cette époque-là. Un exploit. Et j'en suis vraiment fier. En plus, elle est très très belle. C'est l'une des médailles de laquelle je suis le plus fier. J'ai fait d'autres résultats un peu meilleurs, mais celle-là, c'est la première. J'ai pris mon courage à deux mains. J'étais allé sans coach. Et j'ai fait ce résultat-là. J'en suis très fier. Et après, il y a la médaille de la Coupe de France, CFJJB. Celle-là, j'en suis fier aussi, parce que c'est une médaille que j'ai faite en moins de 94. Celle-là aussi, d'ailleurs, c'est des régimes que je fais. Il faut savoir qu'à la base, je fais 98-99 kilos. Et pour perdre du poids, j'ai pas assez de masse graisseuse. Du coup, c'est très, très compliqué. Chaque fois que je fais des compétitions en moins de 94, je souffre. Et c'est pour ça que j'en suis fier de ces médailles-là. Et après, j'ai les championnats d'Europe. Celle-là aussi, c'est la médaille d'or que j'ai fait au championnat d'Europe. 1 an après avoir commencé le jiu-jitsu, j'en suis vraiment très très fier. J'ai été au Portugal, j'ai été avec mon coach cette fois-ci. Il m'a vraiment vraiment aidé dans le coaching, c'était incroyable. Et vraiment, j'en suis très très fier, cette médaille-là. Là, j'ai aussi les médailles du championnat de France de Nogi. Alors, dans le jiu-jitsu, il y a le jiu-jitsu avec kimono et sans kimono. Ces médailles-là, c'est des médailles de jiu-jitsu sans kimono, on dit Nogi. En fait, le gi, c'est le kimono en brésilien. Et Nogi, ça veut dire sans kimono, en fait. J'ai fait double médaille d'argent en catégorie et à l'absolute. La catégorie, c'est ma catégorie de poids, c'est en moins de 100 kilos. Et l'absolute, c'est toute catégorie de poids confondue, en fait. C'est tous ceux qui ont fait un podium dans leur catégorie peuvent s'inscrire. Il y a 2 personnes par club qui peuvent s'inscrire et on s'affronte tous. Et c'est les meilleurs de tous ceux qui ont fait un podium qui gagnent. Et je suis arrivé 2e à la compétition. J'ai fait 2e en KT et 2e à l'absolu. Et la dernière médaille, qui a à peu près une semaine et demie, au championnat du monde à Los Angeles,
Je suis vraiment, vraiment, vraiment fier de cette médaille parce que quand j'ai commencé le jiu-jitsu, comme je vous ai dit, j'ai fait beaucoup de sacrifices. J'ai fait beaucoup de sacrifices de temps aussi. Je regardais un tas de vidéos. Il y avait plein de personnes qui faisaient des compétitions à l'international. Je les voyais faire des résultats. Je m'imaginais jamais faire un résultat pareil. En fait, je me disais que c'était limite impossible. C'était trop loin pour moi. Et aujourd'hui, 2 ans et demi après avoir commencé le sport, je me retrouve avec une médaille des championnats du monde. J'en suis très, très content. C'est justement cette médaille que j'ai eue en ayant perdu contre Mauricio. J'ai fait les championnats d'Europe aussi cette année. J'avais rencontré Mauricio au premier tour des championnats d'Europe. J'ai perdu contre lui au premier tour et là, je l'ai rencontré en demi-finale. J'ai perdu contre lui en demi-finale. Mais je vous promets que je vais vous ramener une médaille d'or au Havre, justement en ayant battu Mauricio un jour. Faites-moi confiance. On note. Ça fait un beau palmarès. Ah, merci. Pour quelqu'un qui a démarré il y a 2 ans et demi. Merci, merci. Avant de finir, moi, je voulais juste te citer quelques personnes. Tu me dis ce qu'elles représentent pour toi. Si je te dis Barolé, Lasder, Bamodi, ça représente quoi pour toi? C'est tous mes frères. Barolé, c'est mon grand frère. Lui, depuis petit, c'est un exemple pour moi. En fait, il m'a toujours fasciné par son humour. C'est mon grand frère, mon vrai grand frère, le plus jeune, on va dire. J'ai beaucoup de grands frères qui ont peut-être 10, 15 ans de plus que moi. Lui, il a justement 10 ans de plus que moi. J'en ai d'autres qui ont 15 ans de plus que moi, d'autres qui ont 20 ans de plus que moi. Et lui, c'est un grand frère qui était proche de nous. Il nous a toujours fait rire. C'était une star chez nous. Quand il arrivait, il mettait l'ambiance toujours. Il s'est fait rire. Pour ceux qui le connaissent, vous savez très bien. Il a la joie de vivre. C'était un vrai exemple pour moi quand j'étais petit. Je voulais être comme lui, je faisais tout comme lui. Et même, je parlais même comme lui. Les gens, quand ils m'entendaient parler, me disaient, c'est sûr que t'es le petit frère à Barolé. Tu t'identifies à lui. Exactement. Et Lassana, c'est mon grand frère. C'est mon cousin, mais c'est mon grand frère. Il a toujours été avec Barolé, justement. Et je l'ai considéré comme mon grand frère tout de suite. Et il me dit souvent que je suis un exemple pour lui. Ça me met mal à l'aise parce que lui aussi, ça a été un exemple pour moi. Tu vois. Et il a commencé le jiu-jitsu il n'y a pas très longtemps. Il a fait des très, très gros résultats. C'est impressionnant la vitesse à laquelle il évolue. Et je suis un peu gêné des fois parce qu'il me demande des conseils. Et tu vois, c'est comme si ton grand frère vient te demander des conseils pour certaines choses. Ça te met mal à l'aise parce que moi, j'aurais toujours demandé des conseils à eux. Et aujourd'hui, c'est lui qui me demande des conseils dans le jiu-jitsu. Et ça me flatte énormément. Bamodi, je le garde pour la fin parce que lui, c'est tout. C'est mon frère, c'est mon ami, c'est le jumeau. Mon jumeau. On a toujours grandi ensemble. Je l'ai toujours connu. On a le même âge. On a tout fait ensemble. Bêtises comme bonnes choses. Là, il fait du jiu-jitsu aussi. On travaille dans la même entreprise. On a vraiment, vraiment tout fait ensemble. On se cache rien. Il connaît toute ma vie, je connais toute sa vie. Et c'est comme un jumeau, quoi. C'est mon jumeau. C'est mon jumeau. Justement, il nous a laissé un petit message pour toi. Et il demande de rester comme tu es, toujours avec le sourire. Et toujours de continuer à montrer l'exemple. Et surtout, vers le sport. Continuer dans ce que tu fais sur le jiu-jitsu. Et il te conseille aussi de garder la tête sur les épaules. Et surtout, garder l'humilité, ne jamais t'enflammer. Voilà, c'était le petit mot de Bamodi. Barolé aussi, et Lasder, qu'on remercie aussi pour la mise en lien. Parce que moi, personnellement, je pense que c'est pareil pour Totef, on ne te connaissait pas, on te découvre à travers les réseaux, mais voilà, il y a des gens qui nous facilitent les mises en lien, donc on les remercie. Gros merci à eux, gros merci à Bamodi, Barolé et Lasder. Moi, ça me fait plaisir, vous savez très bien la place que vous avez dans mon cœur. Et justement, comme je vous disais, ma famille, c'est un gros soutien pour moi. C'est les messages comme ça, avant de partir en compétition, ils m'envoient des messages comme ça. Je les écoute en boucle. Et il y a des gens des fois qui me demandent comment je fais pour pas stresser avant les compétitions. Je stresse pas parce que je me dis que j'ai pas le choix de réussir pour eux, parce qu'ils croient en moi. C'est une grosse source de motivation, ma famille. J'ai ma femme, ma fille, pareil. J'ai mes parents, mes frères, mes cousins. J'ai même certains amis que je prends comme mes frères. Et c'est une grosse source de motivation, ils m'aident dans tout. Je leur demande beaucoup de conseils, ils me conseillent énormément. Et gros merci à vous. Et j'espère qu'on ira au sommet ensemble, Inch'Allah. Ils ont répété à plusieurs reprises, c'est le message qui nous a été passé. Encore une fois, c'est la fierté. Sache-le, ils sont très fiers de toi. Ils te souhaitent d'aller le plus haut possible.
En tout cas, ils sont tes soutiens et on espère que tu vas avoir de nouveaux soutiens. En tout cas, nous, on fera partie de ces soutiens-là. Hein, on va rejoindre on va rejoindre la team. Et puis, on espère avoir fait découvrir aux gens un petit peu ton sport, la personne que tu es, le champion que tu es devenu et le champion que tu vas devenir. Et Mauricio, on va venir te chercher. On va venir te chercher, Mauricio. Merci en tout cas, Alassana, d'avoir pris le temps de partager avec nous ton sport, ta passion, ton hobby, des moments aussi de ta vie. Et puis, on te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Bon, merci à vous, les gars, pour l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir. Merci à Face au Sport, merci à toute l'équipe. Ceux qui sont derrière les caméras, ceux qui sont derrière l'association. Et merci à Alassana de m'avoir mis en lien avec vous. Comme je vous ai dit, moi, je suis très fan de ma ville. J'espère que votre média et votre association, elle explosera au plus haut sommet. Et franchement, continuez comme vous êtes. Ça fait chaud au cœur que vous mettiez de la lumière sur moi. Et j'espère qu'on mettra de la lumière sur vous aussi, les gars. On espère. Merci, en tout cas, on te remercie. Et on espère pouvoir inviter encore plein de personnes pour en tout cas parler d'eux, si ce n'est les mettre en lumière. Je ne sais pas si on a ce pouvoir-là. En tout cas, l'idée, c'est de partager un maximum avec les gens. On est un peu dans la case remerciement. Nous aussi, on va remercier un petit peu ceux qui nous donnent de la force parce que, comme toi, on a besoin aussi, nous, de sponsors un petit peu pour tout le matériel que tu vois autour de toi. C'est pas toujours simple. On a Mansour et Joe qui sont avec nous. Mansour Tal et Joe de Live Sport qui sont avec nous. On a Abdoulaye qui nous permet aussi de pouvoir tourner. On a 1% pour le sport. D'ailleurs, on essaiera de te mettre en relation avec eux. C'est la fondation qui nous a subventionné aussi, qui est dirigée par David Douillet. Donc c'est peut-être quelque chose qui va te parler, qui peut t'aider un petit peu financièrement si tu as un projet. On a 3F Normandie aussi qui nous aide. Make-up Touche, Avresse, donc de Abdoulaye, la bonne adresse. Et on va aussi remercier la MK Team de créer des champions au Havre. Voilà en tout cas pour cette émission. Excuse-moi. Mondavision juste aussi, Mondavision. C'est la personne qui nous a fait les logos. Voilà, on a une équipe qui travaille avec nous aussi un petit peu derrière. Avant de clôturer, juste, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Moi, on peut me retrouver sur les réseaux sociaux. Je suis sur Instagram, TikTok, YouTube et Snapchat. C'est à chaque fois sous le nom de Ballas Fight, Ballas-Fight, avec un S à la fin. Et je voudrais aussi faire des gros remerciements, moi aussi, à tous mes sponsors que j'ai cités tout à l'heure, à mon coach David Merki, mon club, la MK Team, tous mes partenaires, tout le soutien, comme je leur dis à chaque fois, quand je fais une médaille et un résultat, je le fais pas tout seul parce que j'ai besoin de mes sparring partners pour m'entraîner. Je m'entraîne pas tout seul. Un gros merci à mon coach de lutte aussi, Zakaria Bedjab, qui me soutient, qui m'envoie toujours le message qu'il faut. À tous mes partenaires avec qui j'ai fait de la boxe, qui m'ont forgé un mental. Et un gros merci à ma famille, ma femme, ma fille et mes frères. Et gros merci à vous aussi, les gars. Franchement, c'est un honneur d'avoir été invité ici. L'honneur, il est partagé. J'espère que vous allez être sur le toit du monde, Inch'Allah. Et je tiens aussi à remercier mon travail. Ils m'ont sponsorisé à hauteur de 5 000 €. Et ils m'aident beaucoup pour les congés, par exemple. Ils me permettent de prendre des congés sans solde pour pouvoir aller en compétition. Il y a des gens qui croient que je travaille pas, mais je travaille à côté parce que mon travail m'aide beaucoup, justement. J'ai aussi ouvert mon association qui s'appelle Ballas Fight. Comme je vous ai dit, j'ai pour objectif d'ouvrir mon académie plus tard. Du coup, j'en ai profité pour ouvrir tout de suite mon association. J'aime transmettre, du coup, je veux transmettre via mon association, faire des stages, pouvoir parler du jiu-jitsu et expliquer ce que c'est que le jiu-jitsu brésilien. Et si vous voulez aider l'association, n'hésitez pas à me contacter. L'association, elle s'appelle Ballas Fight. Voilà, l'épisode touche à sa fin. On termine par les remerciements. On espère en tout cas que vous avez pu découvrir un nouveau champion de notre ville, de notre région. Et puis on se donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. Merci à vous.